en quelque sorte, lorsqu'il découvre à l'âge de 12 ans ce vaste ciel depuis une tour de contrôle, et surtout ces nuages qu'il photographie, qu'il publie sur sa page Facebook, des nuages et encore des nuages. Cet enfant, à la tête dans les nuages, aurait pu dire son professeur à ses parents, et il les laissera pour rédiger jour après jour la météo du jour dans ses carnets pour faire de sa passion son métier, climatologue, avec en poche un doctorat. Il va s'engager en politique, être élu conseiller communal à Sprimont à 26 ans et devenir président de la CCATM. Quoi de plus normal que d'agir sur l'urbanisme et la mobilité lorsque l'on veut agir sur l'environnement? Et cet écologiste convaincu va encore joindre la parole aux actes en mettant sur pied cette conférence qu'il donne à travers le pays, et même au Luxembourg. Je sais aussi qu'il aime les pastas faites maison, qu'il aime les chics comme bon liégeois, et surtout qu'il est le météorologue attitré du seul vignoble de Sprimont, les Coteaux de l'Incé. Je cède avec plaisir la parole à cet homme généreux et profondément humain. À toi, Sébastien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est, comme je disais aux organisateurs tout à l'heure, peut-être certains de vous étaient déjà connectés, mais c'est peut-être la 30e ou 35e fois que je fais cette conférence-ci. Et par contre, c'est la première sans public, en tout cas sans public visible, à part mes plants de tomates qui sont ici devant moi. Mais bon, bref, j'espère que tout ça va bien se passer. Alors, le climat. Tout d'abord, et j'imagine que dans votre métier de juriste ou d'avocat, vous faites un peu pareil, il faut d'abord définir de quoi on parle. Alors, la définition, je vais la faire sous forme de différence. La différence entre la météo et le climat. La météo et le climat sont deux choses complètement différentes. La météo, c'est l'étude du temps qu'il fait, mais sur un court laps de temps temporel, du coup. Donc, c'est de quelques heures à quelques jours. Et derrière la notion de météo, on a une notion d'instantané. Donc, on ouvre la fenêtre et on regarde le temps qu'il fait à l'extérieur. Le climat, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que la période d'étude du climat, c'est sur plus de 30 ans. Et c'est même minimum 30 ans. Parce qu'en dessous, la significativité statistique n'est pas assurée. Et donc, le climat est quelque chose de complètement abstrait. C'est en réalité une succession de météo quotidiennes, mais sur une trentaine d'années. Et donc, on a derrière une notion statistique où l'humain ne perçoit pas, en tout cas, ce n'est pas palpable par l'humain. Donc, voici la différence entre les deux, entre météo et climat. Alors, pour bien marquer cette différence-là, je prends une métaphore qui est, disons, la métaphore d'Ostende. Vous allez à Ostende, vous voyez les vagues devant vous, vous pouvez sauter au-dessus, vous pouvez même surfer dessus pour les plus sportifs d'entre vous. Mais en tout cas, les vagues, c'est quelque chose de palpable. Eh bien ça, les vagues, c'est la métaphore de la météo. Alors sur la digue, vous allez prendre un verre pendant 1 heure ou 2, et vous allez voir la marée qui va monter ou la marée qui va descendre. Mais pour voir cette marée, il faut rester longtemps au même endroit pour pouvoir voir cette variation. Eh bien, ça, c'est la métaphore de la saison. Si vous restez longtemps au même endroit, dans une même région, en tout cas, vous allez voir une succession de saisons qui va se produire. Donc ça, la marée, c'est vraiment la métaphore de la saison. Le climat, c'est complètement différent. On va mesurer tous les jours à la même heure, ou en tout cas au même stade de marée, le niveau de la mer. Et on va compiler toutes ces mesures de hauteur du niveau de la mer sur une trentaine d'années, même ici sur plus. Le graphique ici, c'est le vrai graphique de l'élévation du niveau de la mer. Je ne sais plus où, mais enfin bref, c'est un vrai graphique. Et en compilant ces mesures quotidiennes, eh bien, on va obtenir une statistique. Ici, on va voir par exemple la hausse du niveau de la mer. Eh bien ça, la hauteur du niveau de la mer qu'on compile sur une trentaine d'années, c'est la métaphore du climat. Vous allez un jour sur 2, par exemple, à la mer, vous allez constater une hauteur de la mer, mais elle sera complètement noyée dans l'info que vous donnent les vagues et que l'info que vous donnent les marées. Donc la hausse du niveau de la mer est imperceptible complètement
pour l'homme, sauf en faisant des statistiques sur de longues périodes. Et voilà la métaphore du climat. J'espère que vous avez compris. En tout cas, certains ne l'ont pas encore compris, comme par exemple Trump, qui en janvier dernier demandait à ce que le réchauffement climatique revienne parce qu'en fait, il y avait une grosse vague de froid, donc un phénomène météo, qui arrivait sur les États-Unis, qui paralysait les États-Unis par la neige et par le froid. Et donc, il nous disait dans un tweet, bon sang, rendez-nous notre réchauffement climatique, mais lui n'a pas compris la différence entre météo et climat, vu qu'il confond les deux. Et alors, Trump fait un peu rire, mais chez nous, on a aussi des dérapages, pourtant, de personnes qui sont plutôt pro-environnement, ou quand Anna de Wever, qui est avec Adélaïde Charlier, notre un peu Greta Thunberg belge, nous dit 13 degrés en février, ce n'est pas normal. Eh bien, si, en Belgique, c'est complètement normal d'avoir de temps en temps des températures relativement douces pendant l'hiver. Et donc, ici encore, c'était l'inverse de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le tweet de Trump. C'est une langue d'air chaud qui est revenue en Belgique, mais c'est un phénomène purement météo, il est palpable par l'humain. Là où ça pourrait devenir un phénomène climatique, c'est si tous les ans, en février, on avait une moyenne du mois de février, une moyenne de température du mois de février qui augmente. Mais ce n'est pas le cas. Alors maintenant, vous connaissez ces deux différences. Là, on va pouvoir parler de réellement ce que c'est le climat. Alors le climat, manière facile de le représenter, c'est de prendre la température. La température selon les âges, ici, j'espère que vous voyez ma souris. Vous voyez ici le temps zéro, il est ici, et puis on recule dans le temps. Attention qu'à chaque barre verticale, c'est un changement d'échelle temporelle ici en dessous, où là, on passe de milliers d'années à millions d'années. Et donc, on peut reculer comme ça dans le temps avec toute une série d'indicateurs. Et on voit que, par exemple, il y a 60 millions d'années, il faisait bien plus chaud, enfin plutôt 50 millions d'années, il faisait bien plus chaud qu'à l'heure actuelle. Et en gros, il faisait 25 degrés même plus chaud qu'à l'heure actuelle. Mais bon, cette période-là n'est pas tout à fait comparable à la période actuelle parce que les continents n'étaient pas du tout disposés de la même manière qu'à l'heure actuelle. Et donc, les choses ne sont pas vraiment comparables. L'homme est apparu plus ou moins vers ici, entre 200 et 400 000 ans. Et donc, je vais faire un zoom sur cette dernière partie ici de l'évolution de la température sur Terre. Voilà ici l'apparition de l'homme, il y a moins de 200 000 ans, plus ou moins. Et on voit, ici 15 degrés, c'est la température moyenne actuelle, en tout cas actuelle sur la période 60-90, actuelle, de 1960 à 1990. Et on voit que la température a eu des périodes plus froides, notamment quand l'homme est apparu, l'Homo sapiens en tout cas. Mais la Terre a aussi connu des périodes plus chaudes, comme ici, et comme celle dans laquelle on est en train de rentrer pour le moment. Vous voyez qu'il y a eu de fortes hausses, il y a eu de fortes baisses aussi, et tout ça, évidemment, bon, je vous spoil un peu la suite de la présentation. Vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas toute une série d'industries ni de voitures, et ce n'est pas les feux de caverne des Homo sapiens qui pouvaient faire augmenter la température comme ça. Alors ici, je vais zoomer sur la dernière augmentation, celle-ci, qui paraît énorme d'ailleurs, tout comme celle-là. Mais je vais d'abord zoomer sur celle-ci. Si je regarde cette augmentation, je zoome dessus, on voit que le réchauffement se fait de 1 degré ou plus ou moins 1000 ans. Le taux de réchauffement, c'est 1 degré par 1000 ans. Le réchauffement que l'on connaît, nous, à l'heure actuelle, il est ici. Juste ce petit bout-là. Je vais zoomer dessus. Le voilà, le petit bout. Alors le taux de réchauffement ici qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est 1 degré, non plus pour 1000 ans, mais 1 degré pour 100 ans. Et donc le taux de réchauffement à l'heure actuelle est 10 fois plus rapide que le réchauffement qu'on a eu, entre guillemets, naturellement dans le passé. Alors justement, qu'est-ce qui fait varier cette température, aussi bien naturellement que de manière anthropique? Les variations naturelles, ici, je ne vais pas vous le décrire totalement parce que ça peut être un peu compliqué, mais en gros, la Terre a une certaine orbite pour le moment autour du Soleil, et cette orbite et l'inclinaison de la Terre sur l'orbite terrestre n'est pas toujours la même. Et donc l'inclinaison varie,
Elle fait une espèce de précession aussi, donc la Terre, comme on le voit ici, n'est pas toujours inclinée dans la même direction relative par rapport au Soleil, et en plus, l'ellipse de l'orbite est élastique. Et donc, des fois, elle devient plus proche du Soleil, des fois, elle s'éloigne du Soleil. Et tout ça, si on combine ces différents facteurs, ce qu'on va appeler les paramètres orbitaux ou les cycles de Milankovitch, quand on combine, eh bien, on va se retrouver avec certaines périodes où on est plus proche du Soleil et donc on va avoir un réchauffement, et certaines périodes où on va se retrouver plus loin du Soleil et donc on va avoir un refroidissement. Tout ça, c'est naturel et tout ça a été calculé à travers les différents cycles de Milankovitch. En plus de ça, le Soleil n'émet pas la même quantité d'énergie en permanence. Et on voit ici que le rayonnement solaire va varier au cours du temps, peut varier relativement vite et sur de courtes périodes, comme par exemple ici, entre 1930 et 1960, eh ben, on a eu quand même énormément de variations de rayonnement solaire. En plus, dans les phénomènes naturels, on a aussi tout ce qui est volcanisme. Le volcanisme, il va à la fois jouer sur un refroidissement et un réchauffement. D'abord le refroidissement, pourquoi? Parce qu'il va éjecter toute une série de poussières dans l'atmosphère, et ces poussières vont jouer un effet parasol. La lumière du soleil ne pourra plus traverser ces particules, et donc ne va pas réchauffer la surface de la Terre, mais le volcanisme joue aussi le rôle d'éjecteur de gaz à effet de serre naturel, du coup, et donc ces gaz à effet de serre vont participer au réchauffement. J'y reviens dans la dia juste après. Et alors ici, ce gros tas de terre, en réalité, ça, je veux juste illustrer le fait qu'il y a une dégradation des terres qui se produit, encore une fois, naturellement, et qui va émettre aussi toute une série de gaz à effet de serre. Alors justement, ça fait déjà 2 fois que je parle de gaz à effet de serre, mais il est important de rappeler ce que c'est. Alors les gaz à effet de serre, participent au même principe en fait que la serre du jardinier, la serre en verre du jardinier. Donc en gros, pour rappel, le soleil émet toute une série de rayonnements, dont le visible. Le rayonnement visible va traverser la serre, vu qu'elle est en verre, va réchauffer l'intérieur de la serre, et cette chaleur produite va rester bloquée en dessous de cette couche de verre de la serre de notre jardinier. Et ben, les gaz à effet de serre vont absolument faire la même chose de manière plus disparate. Hein. C'est pas une couche comme une couche de verre, quoi. C'est une couche sur une certaine hauteur de l'atmosphère, mais vont jouer absolument le même principe que cette serre du jardinier. Sans gaz à effet de serre sur Terre, il ferait quelque chose comme moins 18 degrés en moyenne. Ce qui fait qu'en Belgique, on aurait en moyenne annuelle sur l'année quelque chose comme moins 22, moins 25 degrés. Vous imaginez bien que la vie, avec des températures moyennes de ce type-là, complètement impossible. Donc les gaz à effet de serre naturels nous ont protégés justement, et a permis, ces gaz ont permis à ce que la vie se développe sur Terre, parce qu'avec eux, eh bien, on obtient une température moyenne de plus ou moins 15 degrés. J'ai appris d'ailleurs récemment dans un reportage que Mars a perdu son effet de serre, a perdu son atmosphère, pardon, et donc a perdu ses gaz à effet de serre. Et donc la vie qui existait peut-être à l'époque sous forme bactérienne ou quelque chose comme ça sur Mars, eh bien, à cause de l'effet de l'atmosphère et donc de l'effet de serre qui a disparu, eh bien, la vie n'est plus possible sur Mars, en tout cas en l'état actuel. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait si l'homme agit sur cet effet de serre? Si on augmente la concentration des gaz à effet de serre, eh bien, c'est comme si on augmentait l'épaisseur de notre vitrage. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le soleil rentre toujours dans notre serre, mais par contre, la chaleur, comme l'isolation, on a augmenté la taille du verre, l'isolation est meilleure, et donc la chaleur s'accumule d'autant plus à l'intérieur de cette serre. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans l'atmosphère. On augmente cette couche de gaz à effet de serre, et la chaleur à l'intérieur reste encore plus prisonnière. Donc, au lieu de ravoir une flèche ici sur le dessin, ben, on a 2 flèches, et on va se demander alors la question du futur, à combien est-ce qu'on va monter en degrés. Donc voici l'évolution de ces gaz à effet de serre qui ont été plus ou moins stables depuis un peu moins de 2000 ans, et puis subitement, avec
l'arrivée de la révolution industrielle, on voit ces gaz à effet de serre qui augmentent en flèche et qui augmentent formidablement. Alors ici, c'est un vieux graphique qui s'arrête en 2000. Mais si on prend la courbe du dioxyde, donc du CO2, du dioxyde de carbone, la courbe rouge, avec l'échelle ici sur le côté, elle va s'arrêter à plus ou moins 380 parties par million, au ppm. J'ai été voir hier, en avril, sur le site de l'Institut américain qui mesure ça en permanence, et en avril 2020, on est à 416 ppm. Donc la courbe rouge, elle monte jusqu'ici, plus ou moins. Donc on a encore bien augmenté par rapport à ce graphique que je vous présente ici. Or, en quoi, d'où proviennent ces gaz à effet de serre? Alors, ça dépend quelle région du monde vous allez regarder. Si vous regardez le monde dans son ensemble, ce graphique ici, vous allez voir que la majorité des gaz à effet de serre émis, je ne vais pas tout vous le détailler évidemment, je regarde juste le cadre rouge qui sont les principaux émetteurs. En tout cas, le principal, c'est la production d'électricité et de chaleur qui représente 25%. Et le deuxième participant en gaz à effet de serre, en émissions de gaz à effet de serre, c'est la FAT. La FAT, c'est tout ce qui est agroforesterie et aménagement du territoire. Alors, ce n'est pas un milieu qui va émettre directement des gaz à effet de serre, mais c'est un milieu, dans tout ce qui est agriculture et foresterie, qui va pouvoir capter des gaz à effet de serre. Sauf que quand on déforeste la forêt amazonienne, ou quand elle part même en fumée un peu partout, que ce soit en Australie, dans la forêt amazonienne, ou quand on change une utilisation des terres, qu'on remplace par exemple une forêt par de l'urbanisation, eh bien on prive toute une partie du système environnemental terrestre de capter ces gaz à effet de serre. Et donc ces gaz vont s'accumuler à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan, et donc participent à l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon, évidemment, il y a toute une série d'autres facteurs qui vont jouer. Ça, c'est pour le monde. Si on regarde juste en Belgique, on va retrouver aussi en premier lieu tout ce qui est production d'électricité et de chaleur qui sont reprises ici dans l'industrie sous-titrée combustion et l'industrie sous-titrée énergie. Et par contre, en deuxième lieu, on ne va pas trouver ce qui est AFAT, mais on va retrouver tout ce qui est transport. Donc en Belgique, les deux plus gros émetteurs, c'est encore une fois la production d'électricité et de chaleur, mais en deuxième lieu, c'est le transport, principalement routier. Bon, il y a certains détracteurs, dont un nouveau qui est arrivé sur le marché des détracteurs, c'est notre ami médecin dans le sud de la France, j'ai oublié son nom, nous parle des quantités de rayonnement solaire. Et je vous en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, où le rayonnement solaire a participé aussi à l'augmentation de la température sur Terre. Donc on peut voir ici le graphique, voici le rayonnement solaire en jaune ici, voici l'évolution de la température globale moyenne en rouge, et ici l'évolution du CO2. Si on arrête le graphique jusqu'en un peu avant 1960, on voit que le rayonnement solaire a été plus ou moins stable et puis qu'il a augmenté à partir de 1920, sans s'arrêter. Et on constate que la température, elle aussi, a été plus ou moins stable, elle aussi autour d'une moyenne, évidemment. Et puis, à partir de 1920 aussi, elle va commencer à augmenter. Et là, on se rend compte, et le lien est très vite fait, le CO2 n'a pas augmenté terriblement, par contre, le soleil a augmenté terriblement, la température a suivi la courbe, donc c'est forcément le soleil qui est responsable de l'augmentation de la température. Ok, maintenant je découvre le reste de la courbe, et là on voit que le soleil autour de 1960 a rechuté pour redevenir stable, alors que la température a continué d'augmenter. Et donc tous ces détracteurs qui lient le réchauffement de la planète à la quantité de rayonnement solaire ont faux, évidemment, vu que le soleil a diminué, ou en tout cas est redevenu à des quantités qu'il pouvait avoir au début des années 1900. Par contre, si on regarde la courbe du CO2, évidemment, elle a fameusement augmenté aussi et influence directement, du coup, comme je viens de vous l'expliquer, via l'effet de serre, la température sur Terre. Alors, quelles vont être les conséquences de ce réchauffement climatique? La première conséquence, et c'est un peu, on discutait encore avec la RTBF la semaine dernière, je crois que c'est le thermomètre le plus visible et le plus palpable, en fait, qu'on ait sur Terre concernant le climat, c'est les glaces polaires.
glaces polaires et les glaces de montagne. J'y viens juste sur la dia d'après, où les glaces, en fait, qui sont stockées à la fois sur l'île groenlandaise et le continent antarctique, pôle nord et pôle sud, fondent irrémédiablement. Et on voit, par exemple ici, la courbe depuis 2000 jusqu'à 2016, c'est la masse totale de glace qui est sur le continent antarctique, et ben elle chute. Et c'est pareil pour le Groenland. Le Groenland se fait manger tout le long, tout ici, toutes les bordures qui sont en bleu, en fait, se font progressivement manger, tout ça fond. Et donc ces glaces disparaissent et s'en vont rejoindre l'océan. Et donc là, on a une réelle mesure, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le thermomètre de la planète, parce que c'est ce qui est le plus palpable au niveau des changements actuels du réchauffement. Donc le réchauffement, à l'heure actuelle, ce n'est pas des projections, c'est des observations. Donc à l'heure actuelle, fait bien fondre toute cette glace. Il fait fondre aussi la glace au niveau des montagnes. Ici, vous avez la masse aussi de glace qu'on a sur les montagnes des différents continents, et on voit que ça chute terriblement aussi un peu partout. Et ici, juste pour une illustration facile à comprendre, c'est la mer de glace dans les Alpes, où ici, en 1916, on avait encore le glacier qui arrivait bien au-delà du petit refuge point de vue ici. Et alors ici, voici la photo en 2001, où le glacier est reculé là derrière, donc comme s'il était là derrière. Et alors j'ai vu que l'été dernier, Emmanuel Macron est allé faire une photo lui aussi depuis le point de vue par ici, et le glacier a même disparu complètement de l'image. Il est déjà derrière le pan de montagne ici. Donc évidemment, ça aussi, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique global. Alors évidemment, toute cette glace qui est accumulée pour le moment sur les océans, sur les continents, va rejoindre évidemment les océans. Et donc va participer à l'augmentation du niveau des océans et du niveau des mers. Et on voit depuis 1900 que le niveau de la mer moyen sur l'ensemble de la Terre, parce qu'il faut savoir que l'augmentation du niveau de la mer ne se fait pas partout de la même manière, on pourra y revenir plus tard, mais depuis 1900, on a gagné quelque chose comme 20 cm, même un peu plus maintenant, 20 cm du niveau de la mer. Alors, d'une part, il y a les glaciers qui envoient leurs eaux dans l'océan, mais d'autre part, il y a aussi la dilatation thermique des océans qui fait aussi gagner quelques centimètres. Donc, plus l'eau est chaude, plus elle prend de la place, donc plus son volume augmente. Donc, ça aussi participe à l'augmentation du niveau des mers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe si tout l'Antarctique fond, donc le continent antarctique ici, bien on va augmenter le niveau de la mer de 60 mètres. Si on augmente le niveau de la mer de 60 mètres, toutes les zones en rouge ici seront recouvertes par l'océan, par la mer. Vous voyez qu'il y a toute une série, toutes les côtes américaines ici disparaissent. La vallée du Mississippi, ici, la vallée de l'Amazone, disparaissent aussi sous les eaux. Et les principales côtes de pratiquement tous les continents disparaissent aussi. Alors, vous imaginez bien, ici, le long de la côte indienne, évidemment, il va y avoir un exode massif et il y a un recul des populations vers l'intérieur des terres. Alors, je voudrais m'arrêter ici. C'est évidemment un scénario catastrophe parce que l'Antarctique, a priori, même avec un réchauffement de 6 ou 7 degrés, ne fondra pas totalement parce que la masse de glace est tellement énorme que avec ce réchauffement, elle ne pourrait pas fondre totalement. En revanche, ici, ça vous montre quand même toutes les zones qui vont être inondées, qui apportent leur altitude. Mais il y a un pays en particulier où il faut prêter attention, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, qui est ici, est pratiquement construit je ne veux pas dire un pourcentage, mais en très grande majorité sur le delta du Gange. Sauf que la moyenne d'altitude du Bangladesh, c'est quelque chose comme 5 mètres. Et donc, il ne faudra pas attendre la fonte totale de l'Antarctique pour avoir des problèmes dans ce pays-là. Ils en ont déjà maintenant.
la bête petite hausse de 20 cm du niveau de la mer provoque déjà des problèmes au Bangladesh. Et alors, même si les Américains sont principalement climato-sceptiques, en tout cas, les présidents qui se succèdent sont climato-sceptiques, peut-être moins Barack Obama, mais en tout cas, il n'a pas montré de très très grands élans pour améliorer le climat. Mais les Américains, qu'importe ce qu'ils disent au niveau de la politique et au niveau de, de favoriser le climat, enfin de prendre des mesures pour favoriser le climat, même si publiquement ils sont anti mesures climatiques, dans l'ombre et notamment l'armée prépare déjà les conséquences du réchauffement climatique, notamment au Bangladesh. Il y a eu un rapport qui a été déclassifié, un rapport datant de début des années 2000 qui a été déclassifié. Et déjà au début des années 2000, il se disait, tiens, le Bangladesh, avec le réchauffement climatique que les experts scientifiques nous disent, le Bangladesh va être recouvert d'eau. Il veut dire que la population là-bas va devoir migrer. Or, les pays voisins, dont l'Inde, ont déjà dit, nous n'accueillerons pas de réfugiés climatiques provenant du Bangladesh. Et donc, même si on a un président Trump qui est complètement farfelu, eh bien, son armée prépare déjà les conséquences du réchauffement climatique. Et ça, évidemment, il ne va pas vous le dire. Alors, si on se rapproche de l'Europe, eh bien, nous aussi, on va connaître des hausses du niveau marin. Alors, en bleu, ici, vous voyez que les Pays-Bas sont principalement déjà en dessous du niveau de la mer. Mais si toutes les zones en rouge, si le Groenland fond, toutes les zones en rouge ici vont être couvertes aussi, vont passer en dessous du niveau de la mer également. Et donc, on va perdre toute une partie du territoire. Pareil en Grande-Bretagne. Alors, il y a une autre conséquence dont on parle beaucoup moins, et pourtant, je crois que c'est peut-être la plus dangereuse, en fait, pour nous, humains. C'est tout ce qui se passe au niveau des océans. Alors, il faut savoir que une partie, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une partie des gaz à effet de serre et principalement du CO2 de l'atmosphère qui est absorbée dans les océans. Ça va provoquer une acidification de ces océans. Donc, ils vont devenir un peu plus acides. Et cette acidification va avoir des conséquences sur l'entièreté du système, de l'écosystème marin. Va avoir des conséquences sur le phytoplancton, les coraux, les mollusques et les plantes subaquatiques. Vous allez me dire tout ça, on n'en a rien à cirer, de toute façon on ne le voit pas et ça n'a aucune conséquence sur nous. Faux. Le phytoplancton, c'est en réalité l'organisme qui est le poumon de la planète parce que c'est lui qui synthétise en plus grande quantité l'oxygène que nous, on va respirer. On pense toujours que c'est la forêt amazonienne, mais la forêt amazonienne participe pour peut-être 5%, alors que le phytoplancton participe pour 40% de l'oxygène produit sur l'entièreté de la Terre. Et l'oxygène que nous, on va respirer. Donc, si on tue progressivement le phytoplancton, on nous tue, nous aussi humains, vu qu'on aura de moins en moins d'oxygène pour vivre. Mais aussi pour les plantes et les autres animaux, évidemment. Les influences aussi, l'acidification va influencer aussi les coraux. Alors, les coraux, c'est beau, machin, voilà. Ça attire toute une série de faune, ça attire aussi toute une série de touristes, mais à part ça, on s'en fout aussi. Et non, refaux. Je rigole à mes propres fenêtres. C'est assez spécial, ça, par contre. Les côtes, par exemple, est de l'Australie, en fait, sont protégées par la barrière de corail. Or, si ces coraux meurent, et on voit ici qu'ils deviennent tout blancs, et ils deviennent cassants, et donc ils sont morts, s'ils meurent, la barrière de corail ne protégera plus les côtes est australiennes, et dès qu'il y aura quelques cyclones qui vont passer ou grosses tempêtes, eh bien, les côtes vont être ravagées beaucoup plus que ce qu'elles ne sont actuellement. Et donc, au-delà du système, de l'écosystème et de la biodiversité marine, on tue aussi, en lien direct, les côtes de certaines régions de la planète. Alors ici, tout ce que je viens de vous présenter pour le moment, c'est des conséquences que l'on voit déjà à l'heure actuelle. Alors, il y a des conséquences aussi futures qu'on ne voit pas encore à l'heure actuelle, ou en tout cas pas encore de manière significative,
Mais ceci dit, il faudrait recalculer maintenant, enfin, il faudra attendre le prochain rapport du GIEC, mais je pense que les dernières années qui ont été relativement extrêmes dans certains points pourraient influencer ces statistiques et ça pourrait devenir en fait réalité déjà dans les années 2020. Mais donc, ce que l'on attend dans le futur, et futur, j'entends entre 2050 et 2100, c'est un changement des quantités de précipitations. Ici, je vous montre évidemment l'Europe, où le sud de l'Europe va principalement perdre des précipitations, alors que le nord de l'Europe va plutôt en gagner. Et vous voyez ici, je vais y revenir tout à l'heure, mais la Belgique se trouve dans une espèce de no man's land comme ça, où il n'y a pas vraiment de changement de précipitation. C'est pas tout à fait juste. En Europe, il va y avoir aussi plus de vagues de chaleur. Alors, à l'heure actuelle, on a entre 0 et 2 vagues de chaleur par an. L'année passée, on en a eu 3, pour rappel, dont une qui a donné des records de température absolue, c'est-à-dire dans le terme absolu, c'est on n'a jamais enregistré une telle température en Belgique, en tout cas. Mais à l'avenir, on risque d'en avoir, plutôt que 0 à 2, on va plutôt en avoir entre 4 et 6, toujours en Belgique. Donc ça aussi, ça va influencer et ça va changer par rapport à l'heure actuelle ici. Alors évidemment, si on a moins de précipitations dans le sud, évidemment, on va avoir plus de conditions de sécheresse, ce qui va avoir des conséquences, encore une fois, pour les hommes qui vivent, enfin, les humains qui vivent là-bas, et pour l'agriculture. Alors que dans le nord, comme on aura plus de précipitations, on va avoir moins de conditions de sécheresse. Et alors évidemment, sur l'ensemble du globe, il y a toute l'agriculture qui sera aussi en danger. Donc on voit toutes les zones en rouge ici qui vont, bon ici c'est déjà le désert, mais si on regarde plutôt en jaune, l'Espagne par exemple, qui est très problématique pour nous Européens, c'est que l'Espagne va connaître des conditions d'aridification quand même intenses. Ça commence déjà à l'heure actuelle. Et malgré la technologie, comme par exemple les technologies de désalinisation de l'eau de mer, même malgré ça, ça va quand même coûter tellement cher que ça va être quand même compliqué pour l'Espagne de continuer une agriculture comme ce qu'elle a à l'heure actuelle. Alors, en Belgique, serons-nous épargnés par les changements climatiques? En partie, on va être épargné des pires conséquences en réalité du réchauffement climatique, mais on va quand même être touché à différents niveaux. Ici, vous voyez la courbe, plutôt l'histogramme des anomalies de température par rapport à la moyenne de 51 à 2018. Donc la moyenne, c'est 0. Alors certaines années sont plus froides, certaines années sont plus chaudes en rouge. Mais on voit que depuis les années 2000, à part 2011 ici, toutes les années sont plus chaudes que la moyenne de 51 à 2018. Donc ça donne quand même un signe qu'on a un réchauffement actuel en Belgique. Alors les courbes ici que vous voyez en couleur, ce sont les différents scénarios du GIEC. Donc les scénarios de réchauffement futur, avec le minimum ici, le réchauffement moyen et le réchauffement plutôt catastrophe. Mais pour le moment, on est en train de suivre, toutes les courbes se suivent plus ou moins, mais si on prolonge les courbes actuelles, on suit quand même la courbe du pire, c'est-à-dire ce scénario avec 8.5. Donc c'est quand même inquiétant pour nous. Alors, le scénario du pire en Belgique, c'est pas totalement le pire non plus. C'est pas comme si on avait déjà un climat extrême. En réalité, actuellement, on a des normales de température annuelle de 9 degrés. On va se retrouver avec des normales de température comme il existe actuellement en Champagne ou dans cette région-là. Donc il va y avoir un shift de plus ou moins 200 km des températures vers le nord. Et donc on va se retrouver avec un climat de Champagne, ce qui est pas mal d'ailleurs pour le vignoble, le seul vignoble de Strémont, mais ce n'est pas une conséquence qui va nous nuire directement, pas comme si on habitait par exemple dans le Sahel où quand on augmente de 2 degrés dans le Sahel, il y a tout l'écosystème qui s'effondre. Donc nous, on pourra toujours continuer de vivre, pas dire tranquillement, mais sans grosse contrainte. La grosse contrainte, par contre, ça va être l'îlot de chaleur urbain qu'il va falloir absolument contrôler. Et c'est en ça notamment que l'aménagement du territoire est essentiel.
Pourquoi? Parce que en temps habituel, déjà un jour comme aujourd'hui par exemple, il va faire peut-être 4 degrés plus chaud au sein de Liège ou dans n'importe quelle ville plutôt que à la campagne. Et en situation de canicule, on va avoir entre 4 et 8 degrés plus chaud à l'intérieur d'une ville qu'à la campagne. Donc vous imaginez, vous reprenez la canicule de l'année dernière où on a eu à Liège 41 degrés, je pense. Bon, en tout cas, on a approché 41 degrés. C'est immense comme température. Il y a peu de corps qui peuvent résister plusieurs jours avec une température pareille. On ne dort plus, enfin, c'est insupportable. Mais vous imaginez ces 41 degrés et vous rajoutez 3 ou 4 degrés liés au réchauffement climatique en plus. On va arriver à quelque chose comme 45 degrés et ça va être les canicules extrêmes. Alors que la canicule extrême qu'on a eue l'année dernière, en fait, va devenir une canicule moyenne. Et donc, vous voyez l'importance de l'îlot de chaleur urbain, l'importance de réduire au plus cet îlot de chaleur urbain parce que c'est une surtempérature, une surchaleur qu'il faut absolument combattre parce que c'est là où on va avoir le plus de, de problèmes, en tout cas avec le réchauffement ici en Belgique. Et alors pour info ou pour rappel, je ne sais pas, la canicule de 2003 en France, avant qu'il y ait toute une série de mesures qui soient prises dans les maisons de repos, etc., la canicule de 2003 a fait plus de 14 000 morts liées justement à cette canicule, mais surtout des morts urbains, parce qu'ils ont vécu justement cet îlot de chaleur urbain considérable lié à la canicule. Au niveau des précipitations en Belgique, ben voilà l'évolution des précipitations qu'on aura en 2085 ici. Selon le pire des scénarios, ben on voit qu'on va un tout petit peu augmenter notre quantité de précipitations annuelles. Donc ça n'a pas vraiment d'influence. Mais par contre, quand on regarde saisonnièrement, on voit qu'en hiver, on va gagner beaucoup de précipitations. Par contre, en été, on va en perdre. Et en plus, en été, les précipitations seront plutôt intenses et donc localisées à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc ça va avoir des problématiques aussi chez nous, problématiques qui sont facilement solutionnables, évidemment. Il suffit de mieux gérer ou de gérer différemment plutôt les précipitations et nos stocks d'eau. Mais par contre, les précipitations d'été, comme elles seront plus localisées temporellement et spatialement, elles pourront créer d'autres problèmes. Encore une fois, je vais revenir avec le côté urbain, parce que vu que l'intensité des précipitations va augmenter, si on intensifie les précipitations sur des sols imperméabilisés comme en ville, on va avoir 55% ici de ruissellement. Et très peu d'eau qui va partir dans les nappes. Et donc, d'une part, on n'aura pas de stock d'eau pour les périodes plus sèches, et d'autre part, on va avoir des inondations, des flash floods qu'on appelle en anglais, et le bon terme en français, je l'ai oublié, c'est des inondations subites comme ça, liées à des orages, comme on en a souvent pendant l'été du côté du Brabant wallon. Et donc cette urbanisation, évidemment, va jouer un rôle néfaste pour l'avenir. Elle joue déjà un jeu néfaste pour le moment. Et donc, si on urbanise moins, évidemment, comme on voit ici, par exemple, dans une zone rurale, on va avoir seulement 10% de ruissellement comparativement à la zone urbaine où il y a 55. Par contre, on va avoir 50% qui va partir en surface et en subsurface. Donc, c'est beaucoup plus gérable, en tout cas, au niveau des stocks, et il y aura moins aussi d'inondations. Alors voilà, je vous ai brossé un peu un scénario catastrophe, mais en réalité, il est catastrophe, mais on s'en rapproche quand même de plus en plus. Alors c'est catastrophique pour la Terre et pour les humains, mais surtout pour les humains, parce que c'est nous qui allons en pâtir le plus. La Terre, j'ai envie de vous dire, même si elle a 20 degrés de plus, elle s'en sortira toujours. Par contre, nous, c'est certain qu'on ne pourra pas survivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend panique, on court, on met sa tête dans le sable? Non. Il y a toute une série de solutions, il y a plein de solutions, mais il faut agir relativement vite. Alors pourquoi est-ce qu'il faut agir vite? Parce que comme l'a dit Jean-Pierre au tout début pour me présenter, ça fait déjà des dizaines d'années, et même avant que je ne sois né,
que les scientifiques avertissent le monde que on va vers un réchauffement. On connaît les conséquences du réchauffement. Et les conséquences annoncées dans les années 60 et 70 sont en train de se produire à l'heure actuelle. Mais le problème, la difficulté majeure de cette problématique climatique, c'est la perception humaine. Comme le climat est un processus long terme et lent, et avec des conséquences aussi bien mondiales que locales, enfin, c'est difficile de palper le climat, on ne perçoit pas le danger. Parce que l'humain, il vit dans le présent, il perçoit le danger, et le danger, c'est quelque chose d'imminent. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 40 ans. Et alors, justement, pendant cette crise, elle est très éclairante à ce niveau-là, c'est que le coronavirus, ben, le voilà ici. C'est une caricature, hein, c'est pas un matériel scientifique, mais c'est très explicite, je trouve, comme caricature. Mais le coronavirus, le voilà, et tout le monde est focalisé là-dessus. Il y a un problème, c'est un danger imminent, donc on prend des décisions claires et nettes, on ferme tout. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le danger qui est moins imminent et beaucoup plus dilué, mais beaucoup plus dangereux quand même, de toutes les conséquences du réchauffement climatique qui sont ici. Alors l'autre difficulté aussi, ça je le sens, c'est plutôt justement pendant que je fais ces conférences-ci et que je rencontre de plus en plus de personnes, je vois que l'autre difficulté, c'est une inaction pour, alors deux termes qui vont plaire à votre catégorie de métier, c'est la non-culpabilité. Donc c'est pas moi, c'est l'autre, c'est à l'autre d'agir. Alors ça peut se faire au niveau d'autres pays, c'est pas à l'Europe d'agir parce qu'on fait déjà ce qu'on doit faire, c'est aux États-Unis et à la Chine. Ou alors de manière plus individuelle, ben c'est pas à moi d'agir, je vais à vélo à mon cabinet, c'est au voisin qui va chercher son pain à 200 mètres avec son 4x4 noir, quoi. Et donc on essaie toujours de reporter la faute sur autrui, ou alors on est conscient des problèmes du climat, mais par contre on trouve que la tâche est trop grande pour nous tout seuls d'agir sur le climat. Et donc même si je remplace mes ampoules par des ampoules économiques, eh ben ça ne va rien changer. Mais c'est faux. Parce que si tout le monde le fait, alors vous serez chacun, et c'est ce que je vous propose d'être à partir d'aujourd'hui, c'est de devenir la goutte qui fait déborder le vase. Alors pour ça, évidemment, je ne peux pas vous citer, il me reste 15 d'IA, je ne peux pas vous citer toutes les solutions. Il y en a énormément, il y en a que je ne connais même pas encore, et il y en a qui ne sont probablement pas encore inventées. Mais pour ça, je vous ai regroupé toute une série de bouquins, alors de bouquins qui sont, si vous voulez aller plus loin en tout cas. Alors celui-ci, alors je vous préviens aussi, je n'ai aucune action dans aucun de ces bouquins, donc je ne gagne rien, c'est juste de l'information pour vous. Mais celui-ci, ça commence par moi. C'est un nouveau bouquin, je crois qu'il a été édité seulement l'année passée. C'est plutôt, il regroupe plein de solutions à faire de manière individuelle. Donc c'est pas mal pour ce niveau-là. Et ce brave homme me décrit, en fait, il a passé toute une année à trouver plein de solutions et il les décrit dans un bouquin. C'est relativement bien fait et c'est fluide. Donc ça permet de réfléchir sur plein de choses. Bon, maintenant, il va un peu dans l'extrême dans certains cas, mais bon, c'est à vous de juger. Ici, il change le monde de Rob Hopkins, qui est un peu lié à celui-ci. Ici, il change le monde, c'est il va chercher toute une série d'expériences faites un peu partout dans le monde, mais plutôt des expériences de niveau de quartier ou entre voisins, enfin quelques personnes. C'est pas très très grand comme expérience, et mais c'est très intéressant aussi. Le manuel de transition, c'est un peu une bible pour une communauté plutôt plus large, du coup de la commune ou d'un arrondissement pour pouvoir changer, pour pouvoir passer dans une transition écologique. Donc changer notre monde, peut-être celui-ci qu'il faudrait donner dans la main des politiciens à l'heure actuelle pour changer un peu, pour pouvoir préparer un monde nouveau, ou changer en tout cas le logiciel. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, j'ai prévu le coup aussi, il y a le film Demain, et même le film Après-demain, mais je ne l'ai pas encore vu, donc je n'en fais pas encore la pub. Mais demain, je me demande s'il n'est pas passé à la RTBF il y a quelques jours, ou il passera dans quelques jours, je ne sais plus. Il faudrait vérifier. Mais lui, il est très éclairant aussi, parce qu'encore une fois, il montre toute une série de personnes dans le monde, encore une fois, qui trouvent des solutions et qui appliquent ces solutions, et qui montrent en plus que ces solutions existent, mais qu'elles marchent, et qu'on peut non seulement être plus heureux, certains, on peut même faire
plus d'argent pour ceux qui sont absolument convaincus par le capitalisme, mais on peut même faire plus d'argent par exemple, en utilisant des abeilles dans son champ. On a un rendement monétaire, financier meilleur que si on utilise des pesticides. Pourquoi? Parce que les abeilles vont aller polliniser toutes les fleurs du champ, et donc vous aurez de meilleurs rendements, alors que les pesticides vont plutôt détruire votre sol, et justement vous allez perdre du rendement en utilisant chaque année des pesticides. Et d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai regardé une conférence hier sur ça se passait en France. C'était la présidente de Ferme d'Avenir, donc c'est une coopérative, je pense, qui s'occupe justement de transition écologique. Et elle, elle a parlé d'un concept qui est la triple comptabilité. Alors, je n'ai pas encore été voir en précision ce que c'est, mais en gros, c'est plutôt que de faire une comptabilité uniquement monétaire, on comptabilise à la fois le financier, parce que ça reste important dans le système actuel, à la fois la nature, l'environnement, et à la fois l'humain. Donc, comme je le disais avec les abeilles ici, quand on utilise tout le temps des pesticides au même endroit, on va dégrader son sol. Et donc, on va perdre un rendement sur le sol, et donc on va perdre au final aussi du rendement financier. Et donc, l'idée de la triple comptabilité, c'est de mélanger tout ça. Et c'est comme le même principe pour l'humain, c'est que d'avoir des employés heureux fera beaucoup plus augmenter vos rendements que de les mettre sous pression. Et donc, ça rentre en plein dans cette triple comptabilité. Mais si pour toutes les quelques solutions que je vais vous présenter, je vais me baser sur le premier livre, ici, Drawdown, qui propose en gros 100 solutions pour inverser le cours du réchauffement climatique. Alors, je vous le conseille. C'est une brique, mais qui est très intéressante parce que elle regroupe une centaine, même un peu plus, de 150 scientifiques à travers le monde, encore une fois, qui sont réunis pour proposer les 100 solutions qui permettront d'améliorer le climat de manière optimale. Et pour pouvoir justement parvenir à inverser la courbe et avoir une diminution du réchauffement. Alors, il a présenté ce bouquin, ou en tout cas, moi, je vais vous le présenter sous cette formule-là. Donc, l'impact de l'homme sur son environnement, c'est sa population fois l'abondance fois la technologie. Alors, je vais détailler ça dans le sens inverse. On va d'abord commencer par les solutions technologiques qui sont de réduire sa consommation d'énergie fossile, diminuer sa dépendance aux énergies fossiles et optimiser les techniques actuelles. Or, parmi la technologie, on la connaît, c'est les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, mais rien que ça, ces deux-là sont dans le top 10 des meilleures solutions pour inverser la courbe du réchauffement climatique. Alors, l'idée derrière, ce n'est pas de remplir la terre entière de panneaux photovoltaïques et de remplir la terre entière de champs éoliens, c'est de parvenir à un certain pourcentage de consommation d'énergie éolienne. Donc ici, on est à quelque chose comme 2 ou 4% de consommation d'énergie éolienne. L'idée du livre, ce n'est pas d'arriver à 100%, c'est d'arriver à 24%. Cumulé avec, au lieu d'avoir 0,2% de consommation électrique provenant des panneaux photovoltaïques, c'est d'arriver à 8 ou 9%. Eh bien, rien qu'avec ces mesures-là, on parvient déjà à diminuer significativement la quantité de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. À côté de ça, il faut également, il y a aussi les technologies comme le biogaz et les éoliennes, les hydroliennes, pardon. Mais il faut aussi gérer son réseau parce que je veux dire, ces deux-là sont plus anecdotiques, mais elles restent quand même intéressantes. Le principal désavantage des éoliennes et du photovoltaïque, c'est qu'il faut gérer son réseau. Avant, dans un réseau électrique classique, on ajuste, il faut que la production soit égale à la consommation, donc on ajuste la production de sa centrale thermique en fonction de la demande d'électricité qu'on veut. Ici, la production n'est pas ajustable, vu qu'elle dépend du vent et du soleil. Et donc, il faut parvenir à avoir des réseaux intelligents pour avoir en permanence cette égalité entre production électrique et consommation électrique. S'il y a rupture de cet équilibre, évidemment, c'est le réseau qui saute. Et donc, il y a toute une série de mesures, de projets qui sont en cours, qui sont même en partie élaborés pour justement atténuer ces effets sur le réseau électrique.
Il y a aussi des solutions individuelles comme installer une batterie domestique pour justement capter l'énergie qu'on produit à midi. Peut-être pas pendant le confinement parce qu'il y a beaucoup de monde chez soi, mais quand on n'est pas chez soi et que nos panneaux photovoltaïques produisent, bien évidemment, cette énergie est perdue sur le réseau. Ben, autant la stocker dans une batterie et la réutiliser le soir. Ça permet de temporiser le réseau électrique. Au niveau de la technologie, il y a aussi tout ce qui est technologie intérieure. Donc tout ce qui est nouvelle technologie, comme par exemple moi j'ai installé une pompe à chaleur ici dans l'habitation. Il y a aussi tout ce qui est géothermie, qui sont des énergies qui ne produisent pas finalement pas de gaz à effet de serre quand c'est évidemment ça produit des gaz à effet de serre à la production de cette technologie, mais je veux dire pendant que cette technologie fonctionne, il n'y a pas de production de gaz à effet de serre quand c'est relié à des panneaux photovoltaïques. Évidemment, il y a tout ce qui est aussi normes énergétiques, donc isoler son bâtiment, ça permet déjà de gagner à la fois, c'est du win-win. On gagne à la fois parce que on va consommer moins d'énergie pour chauffer le bâtiment, mais en plus on fait gagner le climat parce qu'on émet moins de gaz à effet de serre, évidemment. Et puis il y a tout ce qui est nouvelle technologie. Je me bats un peu dans ma commune pour pouvoir pas pour imposer, mais pour faciliter en tout cas les personnes qui veulent installer ce genre de toiture. C'est encore très compliqué avec les règles urbanistiques actuelles de mettre ce genre de toiture végétale. Et même ce qui est le mieux, et même le mieux pour ce qui est des milieux urbains, c'est d'avoir des toitures végétales et des façades végétales. Parce que les végétaux vont permettre l'absorption de chaleur et l'isolation aussi du bâtiment. Donc ça diminuerait, si tous les bâtiments étaient végétalisés en ville, ça diminuerait justement l'îlot de chaleur urbain. Et puis alors, je mets 3 petits points parce qu'il y a quand même toute une série d'autres solutions technologiques, ça, on n'en manque pas. L'abondance maintenant, c'est réduire sa consommation matérialiste, recycler davantage, inventer de nouveaux matériaux et surtout agir autrement. Alors, ici, je vous présentais rapidement, parce que je crois que ça fait déjà un peu moins d'une heure, donc je vais peut-être un peu accélérer. Mais c'est principalement, je ne suis pas partisan non plus il faut arrêter de manger de la viande, parce que ça fait partie quand même de notre régime. Par contre, je suis partisan du fait qu'il faut manger probablement moins de viande et plus de légumes. Et de légumes, privilégier évidemment les légumes de saison, parce que ça évite de participer à alimenter des serres de faire chauffer des serres avec du mazout ou de faire venir des produits de très loin. Donc de manger des produits de saison et locaux. C'est aussi ici, alors si le gaspillage alimentaire était un pays comme n'importe quel pays dans le monde, ce serait le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde, après la Chine et les États-Unis. Donc l'ensemble du gaspillage alimentaire, c'est à la fois nous les aliments que l'on va jeter, parce qu'ils seront périmés ou parce qu'ils sont plus bons pour une question ou l'autre, mais c'est aussi, par exemple, les fruits ou les légumes qui ne sont pas récoltés dans le champ, parce que récolter toutes les pommes de terre dans un champ de pommes de terre, c'est pas possible. On récolte quelque chose comme 90-95%, mais on va pas jusqu'à 100% parce que aller rechercher la dernière pomme de terre dans le champ, ça coûte beaucoup trop cher. Tout ça, ça participe aussi au gaspillage, ou c'est aussi les légumes qui sont mis de côté dans les supermarchés parce qu'on sait bien qu'ils ne se vendront pas. Tout ça participe au gaspillage alimentaire et ça pourrait être le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc réduire son gaspillage alimentaire permet aussi de réduire son empreinte sur le climat. On a toute une série d'autres techniques aussi, comme ça c'est développé par l'Université de Liège ici. Ce sont des techniques d'épandage soit d'engrais, principalement des engrais azotés, mais intelligents. Donc on va étudier plus profondément le stade de développement de la plante et fournir via à la fois satellite et GPS, mais fournir à l'agriculteur des données, aller étendre X pourcentage d'engrais sur cette partie de votre champ et X autres dans l'autre partie du champ. Pourquoi? Parce que ça optimise l'absorption de l'engrais par la plante. Il faut savoir qu'un engrais qui n'est pas absorbé par la plante retourne directement sous forme de gaz à effet de serre dans l'atmosphère après quelques jours. Et donc ça permet à la fois à l'agriculteur d'utiliser moins d'engrais, donc de faire des bénéfices indirects, et à la fois
à la plante d'en profiter mieux et à la fois au climat d'avoir moins de gaz à effet de serre. Et aussi une autre pratique agricole qui est le sylvopastoralisme. Alors celle-là, j'adore en parler parce que c'est du win-win-win. Et c'est quelque chose qui existait déjà, peut-être pas il y a 50 ou 100 ans, mais avant, ici dans nos régions, c'est à la fois de mélanger de l'élevage et de la culture, même des vergers ou même de la culture forestière. Pourquoi? Parce que sur un champ nu, enfin sans arbres, les animaux vont émettre par différentes manières, je ne vais pas décrire ici, mais vont émettre des substances carbonées qui vont être absorbées en partie par l'herbe. Mais si on plante des arbres, eh bien les substances carbonées vont être absorbées 20 à 30 fois plus que de l'herbe. Et en plus, les arbres, que ce soit verger ou de la forêt, va protéger les bêtes qui sont en dessous des grands vents quand il y a du vent, enfin du froid, va protéger les bêtes de la pluie, va protéger les bêtes du soleil quand il y a trop de soleil. Et donc ici, tout le monde est gagnant. À la fois l'agriculteur qui va pouvoir avoir diversifié ses produits aussi bien de viande que de lait avec des produits soit forestiers, soit des produits fruticoles avec le verger. Et à la fois, les bêtes vont être plus sereines parce qu'elles elles auront un meilleur confort dans le champ. Et à la fois, ce sera win aussi pour le climat où il va y avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, vu qu'il y aura plus d'absorption au niveau de l'arbre. Donc voilà, ça c'est une technique que j'aime bien. Alors évidemment, alors le bouquin Drawdown dit qu'il ne faut pas avoir cette culture-là partout sur le monde, encore une fois, c'est juste de passer de 200 millions d'hectares qui sont cultivés à l'heure actuelle sous cette forme-là. Alors évidemment pas en Belgique, mais il y en a un peu partout dans le monde qui utilisent quand même le sylvopastoralisme. C'est de passer de 200 millions d'hectares actuels à 400 millions d'hectares. C'est pas énorme. Et alors une autre chose aussi, mais ça c'est un peu plus banal, c'est de continuer à bien trier ses déchets pour participer, non pas pour le plaisir de trier ses déchets, mais pour participer à tout ce qui est économie circulaire. Donc que le déchet redevienne une matière première, ce qui évite la fabrication d'autres et donc in fine, ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'abondance, il y a aussi toutes les solutions qui permettent d'améliorer ou de diminuer sa consommation en déplacement. Or, à l'heure actuelle, avec ce coronavirus, on a redécouvert un peu le télétravail et c'est ce qui permet aussi d'avoir beaucoup moins de déplacements qu'en temps habituel. Et donc, vous avez probablement vu les dernières infos, je sais pas, de temps en temps ils le disent, mais qu'il y a eu les concentrations de polluants. Ça, c'est pas vraiment une influence sur le climat, mais les concentrations de polluants ont vachement diminué en Belgique, en tout cas le NO2, qui est un polluant qui affecte les voies respiratoires. Par contre, les particules fines, évidemment, ça, on diminue aussi, mais pas aussi remarquablement que le NO2, qui est lui directement lié au transport routier. Et donc, ça permet quand même d'améliorer son environnement, de télétravailler, parce qu'on fait un trajet. On redécouvre en plus maintenant les trajets qui ne sont pas vraiment nécessaires. On peut très bien gérer des problématiques à distance grâce au télétravail. Et donc, et c'est un peu le but aussi de cette conférence actuelle, ça évite aussi que toute une panoplie de personnes arrivent dans un même endroit, probablement en voiture, et repartent en voiture, y compris conférenciers. Et ça permet aussi d'éviter toute une série de productions de gaz à effet de serre. Il y a aussi tout ce qui est covoiturage, évidemment, je ne vais pas le décrire, mais évidemment, vous participez aussi à réduire à la fois votre facture de déplacement, mais aussi l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un peu moins connu ici tout ce qui est recentrage ou amélioration des centres urbains. Vous voyez, je vous parlais des façades végétalisées, on en a ici par exemple. On a des piétonniers, on a toute une série plein de végétaux. Alors, les végétaux, d'une part, absorbent le bruit du centre-ville, mais absorbent aussi la chaleur, permettent l'isolation des bâtiments, et donc ça a toute une série d'avantages, y compris celle de rendre les centres-villes plus attractifs. Et donc ça permet aussi aux personnes de revenir habiter en ville et de permettre justement une concentration des services et aussi d'éviter des déplacements
moteur, je vais dire, des déplacements pour aller voir des magasins ou des services, etc. C'est aussi participer, maintenant c'est un peu moins accessible pour nous comme des mortels, mais pour les politiciens, c'est bien de penser aussi aux déplacements et d'avoir des déplacements efficients, de ne pas faire partir, pour ceux qui habitent à Sprimont, j'imagine que vous connaissez la problématique du 65 et du 48, donc c'est la ligne qui traverse Sprimont a une correspondance avec une autre ligne qui monte au Sartillement, mais la correspondance part toujours 3 ou 4 minutes avant que la ligne principale n'arrive. Et donc, c'est de parvenir à mieux, je pense que ce problème a été réglé, ceci dit, mais c'est quand même typique des problèmes de transport en commun actuel, c'est que c'est de les rendre efficients et de les rendre surtout concurrentiels par rapport à la voiture. Je ne vais pas, moi, me rendre au Sartillement en transport en commun parce que ça va me prendre 1h15 de trajet, alors qu'en voiture, ça me prend 15 minutes. Et donc, c'est de parvenir à rendre concurrentiel, le but ici, c'est de parvenir à rendre concurrentiel ces transports en commun vis-à-vis du transport individuel. Et encore une petite chose, c'est de participer aussi au circuit le plus court possible, parce que évidemment, on ne sait pas non plus acheter tous les produits locaux, donc participer au circuit court, donc faire le moins d'intermédiaires possible. Et qui dit moins d'intermédiaires dit aussi le moins de transport entre différents hangars de stockage ou quoi que ce soit. Donc, plus on raccourcit la distance entre le producteur et le consommateur, moins il y aura de déplacement. Et enfin, le dernier sujet, c'est peut-être le plus difficile parce que ça nous concerne directement et ça va toucher à notre quotidien, mais c'est diminuer l'empreinte écologique des habitants, mieux éduquer et avoir une démarche holistique. Alors cette démarche holistique, c'est en gros pouvoir se poser les bonnes questions et ne pas agir ni dans la précipitation ni dans l'inconnu. Et de repenser aussi que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est complètement interconnecté et que différents éléments peuvent se suivre, peuvent se mettre se suivre en chaîne. Et là, pour illustrer cette démarche holistique, j'aime bien prendre l'exemple du sachet, des sachets dans les supermarchés qu'on a remplacés par des sachets en coton. Alors, on se dit, oui, tiens, on va prendre le sachet en coton parce que c'est meilleur pour l'environnement, il n'y a pas de production de plastique, etc. Et la démarche holistique, c'est de se poser la question, mais d'où vient ce coton? Est-ce que ce coton vient d'une friperie où les tissus ont été recyclés, ou est-ce que le coton vient de la mer d'Aral, enfin des champs de coton autour de la mer d'Aral, qui, pour vivre, ont puisé l'eau dans la mer d'Aral, ont inondé les champs de coton avec l'eau pour produire ce coton et pour produire des sacs dits recyclés, enfin dits biologiques, pour se donner bonne conscience. Mais en attendant, en puisant l'eau dans la mer d'Aral, on a désertifié toute une région pour produire du coton. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir un sac qui a désertifié toute une région du monde, mais par contre il est bio, donc j'ai bonne conscience, ou d'utiliser plutôt un sac en plastique? A priori, ce serait mieux de prendre le sac en plastique, parce qu'il aura un moins gros impact sur l'environnement que le sac en coton qui vient de là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment se poser les bonnes questions pour savoir d'où viennent les produits que j'achète et pour pouvoir devenir justement, et là je passe à la figure juste ici à côté, de devenir un consommateur. Un consommateur qui se pose les bonnes questions est un bon acteur. Donc, tout consommateur est un acteur. Quand vous posez un acte d'achat, vous participez à un système qui se cache derrière, et donc la démarche holistique, c'est d'aller voir le système qui se cache derrière. Si vous achetez des fraises en plein mois de janvier, content pour vous parce que vous allez avoir des fraises qui sont peut-être bonnes, mais encore, je suis pas sûr que les fraises au mois de janvier sont très bonnes. Mais par contre, vous allez participer à un système qu'il y a derrière, qui est des fraises qui viennent d'Espagne, déjà de 1, donc qui ont un trajet énorme pour arriver jusqu'ici. Et de 2, même en Espagne, il fait pas super chaud au mois de décembre et janvier, donc c'est quand même des serres qui sont chauffées. Et donc, en achetant des fraises en janvier, vous participez à un système qui favorise les déplacements en camion, réfrigérés en plus, et qui favorise les serres qui émettent des gaz à effet de serre, justement, parce qu'elles sont chauffées. Et donc, devenir consommateur, et d'avoir conscience d'être consommateur, c'est de se poser les bonnes questions avant tout achat.
Or, ici, c'est un peu de publicité. Je l'ai fait dans mes dernières conférences, mais malheureusement, à l'université d'été que je présente ici, donc qui est Climac, qui devait avoir lieu ici début juillet, a été reporté, vu les circonstances actuelles, en juillet 2021. Mais c'est une université d'été qui aura lieu sur 2 semaines, qui regroupera 18 cours la première semaine et 12 tables rondes et 6 ateliers. Et la deuxième semaine, il y aura la création, tous les participants vont se regrouper dans différents projets et il y aura la création de 10 projets concrets qui vont mener à des diminutions de gaz à effet de serre. Et significatives d'ailleurs. Je ne connais plus le chiffre exact. Et donc moi, je suis membre de cette université d'été pour gérer justement un des projets concrets de la deuxième semaine, qui est d'imposer, de tenter de faire imposer en tout cas des cours sur le climat dans tous les milieux d'enseignement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre le Climac sur Facebook ou sur le site internet pour vous tenir au courant de la prochaine université d'été. Et j'en profite aussi pour faire un peu de publicité, mais ça s'intègre totalement dans ce facteur population. Et on a un master en climatologie qui se dénommera à partir de septembre prochain master en global change, où on a énormément de besoins en cerveau, parce que derrière les étudiants qu'on forme, il y a plein de recherches qui sont disponibles, et on manque cruellement de cerveau. Et donc, si vous, j'imagine que vous n'allez pas être intéressé, mais si dans votre entourage, vous entendez quelqu'un qui est intéressé par le climat et l'environnement, et si vous voulez vraiment agir concrètement pour le climat et l'environnement, eh bien, vous pouvez l'orienter vers ce nouveau master à l'Université de Liège. Et j'en profite aussi pour vous dire, parce que j'en ai discuté il y a quelques jours avec les organisateurs, mais on est en train de mettre sur pied aussi un MOOC, à l'université encore de Liège, un MOOC pour justement pouvoir délivrer, ou pour que différents cursus, y compris ceux de la faculté de droit, puissent suivre un MOOC sur le climat et pouvoir avoir justement une meilleure compréhension de tout ce qui est justement climat et des solutions qui viennent derrière. Et enfin, je terminerai avec ces quelques solutions qui peuvent paraître rigolote ou dérisoire peut-être, mais qui pourrait avoir un énorme impact autant que l'imposition de 20% d'éoliennes ou de photovoltaïque, c'est d'avoir un planning familial universel. Alors je ne dis pas qu'il faut contrôler les naissances, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que justement, et c'est pour ça que je laisse ce hashtag-là libre de nos choix, mais quand une mère n'a pas envie d'avoir 15 enfants, eh ben c'est bien qu'elle n'en ait pas 15, parce que 15 enfants, ça veut dire 15 bouches à nourrir, 15 bouches à faire travailler, 15 individus à loger, à nourrir, à blanchir, etc. Et donc, ça participe aussi à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc, avoir un planning familial universel, ou en tout cas enseigner ce planning familial universel, ce serait une très bonne chose pour le climat, mais aussi pour l'humanité, j'imagine. Et qui dit enseigner aussi, dit aussi évidemment éducation universelle aussi pendant les 13 premières années, parce qu'on a vu qu'une personne éduquée est quand même, et ça c'est aussi repris dans le bouquin Drawdown, mais je vous laisse aller le lire pour avoir plus d'informations, mais une personne éduquée produit beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une personne qui l'est moins. Et alors autre chose, et ces 3 solutions, je vous assure qu'elles sont dans le top 10 des meilleures solutions pour diminuer l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. C'est aussi de favoriser les femmes chefs d'entreprise. Pourquoi? Chef de parcelles agricoles comme ça ici, parce que des études ont montré que quand on donne un moyen égaux, moyens financiers et moyens agricoles égaux, une femme va produire 20 à 30% de plus qu'un homme en général, quoi. Donc, je vous invite à lire l'article là-dessus. Je ne saurais pas vous le détailler, mais c'est quand même assez interpellant. Et donc, c'est une solution un peu comique, mais pour autant efficace pour justement diminuer sa consommation, ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà. Alors mon slogan, c'est un peu celui-là, c'est vivre mieux en s'occupant du climat, mais d'abord vivre mieux. On vous a montré qu'il existe plein de solutions, qu'il en existe plein d'autres aussi. Je vous ai donné quelques références bibliographiques. Et il y a aussi
plein d'autres solutions qui restent à inventer. Et ce sont des solutions qui d'abord améliorent la qualité de vie des humains, ensuite améliorent la qualité de l'air et de l'environnement, et au final, tant mieux, c'est du win-win-win, ça améliore aussi le climat. Et donc voilà, je voulais terminer sur cette note un peu positive, et donc pour les questions, c'est quand vous voulez. Alors, j'ai noté quelques questions. Une première de Alix Ernoux qui nous demande si les trous dans la couche d'ozone ont un rôle dans le réchauffement climatique, enfin, et également si la couche d'ozone a un lien avec les gaz à effet de serre. Non, c'est une très bonne question parce qu'elle revient très souvent, cette question. Mais la couche d'ozone n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le trou dans la couche d'ozone, en fait, c'est lié à l'émission. Avant les années 80, dans les aérosols, on mettait du gaz fluoré qui grignotait l'ozone stratosphérique. Donc l'ozone qui se situe autour de 20 km d'altitude. Donc cette ozone a été grignotée. Or, il faut savoir que l'ozone stratosphérique, il nous aide en protégeant la surface du sol des ultraviolets, des rayons ultraviolets du soleil. Ces rayons ultraviolets sont très nocifs pour notre peau, parce que c'est principalement ces rayons-là qui produisent des cancers de la peau. Et donc, ces gaz fluorés qui étaient dans les aérosols ont commencé à grignoter cette couche d'ozone. Et alors, par hasard, un pur hasard, en fait, il y a certains scientifiques qui se sont rendus compte, mais tiens, on a des trous, on a un énorme manque d'ozone autour de l'Antarctique, au sud. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte réellement du trou dans cette couche d'ozone. Et par contre, là où on peut faire un lien avec le réchauffement climatique, c'est l'enseignement que nous a fourni ce trou dans la couche d'ozone. Dès que les scientifiques ont dit attention, danger, et encore une fois, on montre un danger imminent, trou dans la couche d'ozone égale cancer de la peau dans les régions en dessous, au sol. Dès qu'on a identifié le danger, il y a tout de suite des commissions internationales qui se sont réunies, qui ont identifié le danger, c'était des gaz fluorés, et directement, le protocole de Montréal a dit, dans 80, je sais plus combien, a dit, stop, on arrête de produire et de fournir du gaz fluoré dans les aérosols. Et on a remplacé ce gaz fluoré par un autre gaz qui est inoffensif pour l'ozone. Donc c'est en ça qu'on peut faire le lien avec le réchauffement climatique. C'est que dès qu'on identifie le danger, et ici c'est un danger imminent, et que la solution était très facile aussi, parce qu'elle était déjà disponible en réalité, on a arrêté directement la production de ce gaz. Et le trou de la couche d'ozone commence maintenant à se résorber. Commence seulement maintenant, alors qu'on a pris des décisions dans les années 80. Vous voyez, le danger est peut-être imminent, mais par contre, les solutions mettent longtemps à montrer leurs effets. Voilà. Alors, il y a également Aline Charlier qui a posé une question. Je vais lui donner la parole. Normalement, Aline, tu peux parler. Voilà, bonjour Sébastien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suppose qu'on m'entend puisque je vois le joli sourire de Manon. Je me posais une question effectivement parce que on essaie d'avancer le plus possible vers le paperless, en tout cas pour ce qui me concerne, vers la digitalisation, essayer le plus possible de télétravailler, d'avoir ces dossiers sous format informatique pour éviter de devoir imprimer à de multiples reprises. Mais on m'a déjà dit, écoute, de toute façon, ce que tu fais là, ça ne sert à rien parce que finalement, le stockage en cloud, l'utilisation massive d'Internet, ça génère une grande consommation d'électricité, de la production de chaleur, et donc c'est peut-être même encore pire que d'utiliser le papier. Donc la digitalisation, serait encore plus dramatique pour l'environnement. J'ai eu la chance de participer à une des conférences qui était donnée par Thierry Geertz, donc dans le cadre de son ouvrage Digitalis, donc c'est le directeur Belgique Google, et qui expliquait tout ce que Google a mis en place, notamment pour diminuer la consommation d'électricité des serveurs. Mais donc je me demandais quand même si cette diminution de l'usage du papier notamment et l'avancée vers une digitalisation dans nos métiers, notamment d'avocat, tout ce qui est bureaucratique, avait un impact positif sur l'environnement. Donc voilà ma question. Merci déjà pour la réponse. Mais c'est une très très bonne question.
Malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que le calcul est quand même très complexe. Mais je me dis quand même que pour avoir du papier, ça consomme aussi une quantité d'énergie assez incroyable et ça pollue aussi, notamment pour toutes les questions de blanchiment de papier, par exemple. Blanchir sa feuille de papier produit aussi toute une série de polluants. Et donc, il faudrait qu'une étude réellement se penche sur la question de savoir partir peut-être sur un document Word, si on l'a en papier ou si on l'a en version informatique, laquelle produit le plus de gaz à effet de serre ou est la plus nocive pour l'environnement. Je n'ai pas la réponse. A priori, je pense quand même que le papier va produire beaucoup plus de gaz à effet de serre que le stockage informatique. Maintenant, il est vrai que tout ce qui est stockage, cloud ou même serveur d'Internet, ça consomme effectivement beaucoup d'électricité. Mais maintenant, il y a de plus en plus, et ça, j'ai vu quelques projets qui naissaient en France, pas encore en Belgique, mais en France, j'en ai vu, où ils utilisent les grands serveurs de stockage, donc cloud, ou les grands serveurs informatiques, qui produisent beaucoup de chaleur. Eh bien, ils récupèrent la chaleur des serveurs informatiques pour en faire des réseaux de chaleur urbains. Et donc, le petit village qui est autour du serveur informatique, eh bien, il va être chauffé, l'eau va être chauffée ou les radiateurs vont être chauffés grâce au serveur informatique et en même temps, les serveurs informatiques diminuent, sont refroidis par cette eau qu'on chauffe pour la population tout autour. Et donc, il peut y avoir des symbioses comme ça qui sont relativement intéressantes et vers où on pourra aller. Maintenant, attention que il faut pas non plus revenir à la calèche. Hein. Je veux dire, si on utilise tout en papier, que vous envoyez du papier, un mail, ça coûtera quand même moins cher d'envoyer une lettre par mail que de l'envoyer par la poste. Ça va coûter moins cher en émissions de gaz à effet de serre. Parce que si vous l'envoyez par la poste, déjà vous devez produire le papier, vous devez produire les imprimantes, etc. Vous devez payer, avoir les enveloppes. Vous devez vous déplacer pour aller chercher des timbres. Vous devez poster le courrier. Le courrier va être acheminé par camion, par train, peut-être par avion si c'est loin dans le monde. Il va de nouveau repartir par camion, par camionnette, par mobilette pour aller jusque dans votre maison. Au niveau CO2, ça coûtera quand même beaucoup plus qu'un mail qui va coûter peut-être, je ne sais plus, c'est 10 grammes ou à 1 gramme ou 0, je sais plus combien. J'avais pas des chiffres, mais c'est parti là. Mais en tout cas, au niveau CO2, une lettre, c'est certain que d'envoyer une lettre, ça coûtera moins cher. Pour le stockage, ça, il faudrait, je sais pas, il faudrait faire les calculs, mais voilà. C'est un peu compliqué et c'est pas, il faudrait trouver un spécialiste de tous ces chiffres-là et je ne le suis pas. Oui, parce qu'il y a l'envoi par lettre, effectivement, mais il y a tout ce qui découle de ça. Il y a l'imprimante qu'on allume, il y a le papier qu'on se dit flûte, j'aurais peut-être pas dû l'imprimer, qu'on jette. Ouais. Il y a les commandes qu'on passe pour obtenir ce papier qui est livré au bureau. Donc voilà, c'est vrai que me poser cette question-là parce que ça a un effet domino finalement sur beaucoup de secteurs. Oui. Il y a ce recyclage de papier, il y a le stockage, la location d'endroits pour stocker des dossiers papier. Donc c'est vrai que ça part un petit peu de manière tentaculaire même. Mais l'Internet coûte très cher aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les chiffres. J'ai pas envie de me prononcer ici. Je dis que le calcul est juste assez compliqué, mais qu'effectivement il vaudrait la peine d'être fait correctement en tout cas. Merci Sébastien. De rien. Alors, il y a également François Boden, mais je ne sais pas très bien, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Donc, je vais voir s'il veut faire part de sa réflexion ou si pas. Voilà, normalement, François. Ouais. Et merci de me donner la parole. Moi, c'est une réflexion en ce sens qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats qui élèvent des vaches en forêt. Mais par contre, tous les cabinets d'avocats peuvent faire leur bilan carbone et s'inscrire dans une démarche environnementale. Donc, un bilan carbone, c'est monter sur la balance, si je puis dire, pour mesurer les tonnes de gaz à effet de serre qu'on émet. Et puis, ensemble, toute l'équipe réfléchir à toutes les pistes de réduction.
voire de compensation. Voilà, c'est facile, ça demande un peu de temps, ça demande peut-être l'intervention d'un tiers, mais c'est un magnifique projet. Donc, et puis ça donne un côté tout à fait professionnel à la démarche. Oui, et si je peux ajouter, j'aime bien le win-win. Et quand vous allez faire ça, on l'a fait à la commune ici, où je suis conseiller. On a fait un plan carbone, un bilan carbone de la commune. Au-delà du fait de quelque part se donner une bonne image vis-à-vis de l'environnement, vous allez quand même faire des économies aussi. Parce que faire son bilan carbone, c'est aussi référencer toutes les pertes et les inutiles qui produisent de l'énergie et donc au final qui vous coûtent aussi de l'argent et vous allez pouvoir économiser tout ce gâchis-là dont vous n'avez pas conscience avant de faire un plan climat. Et ce que je voulais ajouter, c'était, oui, j'en avais un peu parlé avec Jean-Pierre avant cette conférence-ci, c'est que moi, évidemment, au début, je voulais tourner cette conférence et de vous trouver, pour vous, des solutions pour, euh, pour améliorer le climat et l'environnement dans votre quotidien. Le problème, c'est que je connais assez mal vos métiers, donc je ne saurais pas vous faire comme ça, vous dire les meilleures solutions pour un bureau d'avocat. Donc, ce que je proposais à Jean-Pierre, c'est que après les 2 conférences que vous allez avoir ici, si vous avez envie d'aller plus loin, moi je suis toujours disponible. Vous avez mes coordonnées là qui sont toujours à l'écran, je pense. Je suis toujours disponible pour vous aider dans la réflexion, pour élaborer des plans pour vos bureaux, par exemple. Et rassurez-vous, je n'envoie pas d'honoraires après. Voilà. Alors, il y a Maître Delnoy qui a posé une question, mais il doit nous quitter. Alors, c'était une question réflexion, donc je vais essayer de la reprendre. Et il l'a posée et puis il a eu sa réponse, je pense. Euh, C'était au niveau du facteur population. Et Ouais. on n'évoquait pas le volume de la population. Et il notait également qu'il est vrai que certaines projections laissent entendre que l'accroissement exponentiel de la population n'est pas destiné à perdurer indéfiniment. Et puis après, il n'y a pas eu la suite de la question, mais j'ai eu qu'il avait trouvé la réponse avec l'explication libre de nos choix, mais qu'on nous impose quand même déjà pas mal de règles de protection de l'environnement qui limitent justement nos choix. Je ne sais pas trop s'il y a... Je peux intervenir là-dessus. Et alors, comme j'aime bien faire la publicité de livres et comme il y en a beaucoup derrière moi, je vais en prendre un. C'est celui-là. Il s'appelle 10 milliards. Et c'est un bouquin qui va encore vous faire un résumé assez catastrophique de la situation, mais qui vous montre qu'en fait, on pourrait vivre avec 10 milliards d'habitants sur Terre, à la condition qu'ils ne vivent pas tous comme un Belge de l'an 2020. Donc il faut parvenir à nous-mêmes se remettre en question, diminuer notre empreinte écologique et l'empreinte sur les gaz à effet de serre. Et en réalité, le problème de la population, évidemment, ce problème de la population est un problème majeur. Je ne vais pas du tout minimiser. C'est un problème majeur sur l'évolution du climat actuel. Et par contre, si on parvient à se remettre en question, je suis certain qu'on peut aller jusqu'à 10 milliards de population sur Terre sans problème. Mais bon, il y a de gros efforts à faire avant d'y arriver. Alors, on a également une réflexion de Monsieur Waltrini, mais je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour faire part de votre réflexion. Attendez, j'essaye de trouver. Alors, normalement, vous avez la parole. Monsieur, attendez, je recherche votre nom, Waltrini. Oui. On vous entend pas très bien. J'ai envie de dire allô, allô, mais du coup, je vais peut-être lire cette réflexion ou est-ce qu'il va réussir à... Bon, je vais lire la réflexion qui était qu'un des risques liés à la digitalisation sur la perte de confiance et de responsabilité sur l'utilisation rationnelle d'Internet et des moyens électroniques, a fortiori lorsque les ressources Internet semblent infinies alors qu'elles consomment elles aussi. Oui.
Mais je suis d'accord, mais pour moi, ça fait aussi partie de l'éducation de la population, et ça doit rentrer dans l'éducation universelle et dans la démarche holistique. C'est que en utilisant Internet, on consomme. On peut le voir sur sa facture, bien que maintenant c'est des forfaits, donc on ne le voit pas forcément, mais sa consommation, on peut la mesurer en permanence. Donc effectivement, aller voir en permanence des vidéos sur YouTube n'est pas nécessaire. Par exemple, en plus, il y avait cette polémique avec cet article, je ne sais plus. Aller voir des vidéos de chats sur YouTube, c'est peut-être ça qui participe le plus à l'augmentation des gaz à effet de serre du numérique, quoi. Et donc effectivement, il faut avoir une rationalité, mais dans tout. C'est, en fait, on quitte un monde, c'est pas que le numérique, on quitte un monde qui est surabondant en tout, et on doit aller vers plus de sobriété. Et il faudra se contenter de moins que ce qu'on a actuellement. Alors, est-ce que c'est une perte de confort? Moi, je ne pense pas. Je pense même que c'est une augmentation du confort de perdre justement toute cette abondance de choses. Parce qu'on va pouvoir se reconcentrer sur des choses plus, plus essentielles, quoi. Enfin, il me semble. Maintenant, là, on quitte la climatologie pour rentrer dans de la philosophie. Mais à force d'y réfléchir, ça commence à me tourner dans la tête. Alors, j'ai une dernière petite question de Monsieur Rocus qui rebondit sur une réflexion et il vous demande ce que vous pensez des mécanismes dits de compensation et si on ne va pas faire quelque chose comme un impossible capitalisme vert, où justement, il précise, où le plus nanti pourra acquérir un droit de polluer. Oui, c'est clairement vers ça qu'on se destine pour le moment. Mhm. Mais à la fois, c'est aussi dans la logique du capitalisme actuel, je pense qu'il y a que cette solution-là qui pourra le réguler. Est-ce qu'il faut rester dans le capitalisme actuel? C'est plutôt ça la question. Donc si la réponse est non, alors ben, ces principes de compensation n'existeront plus et il y a d'autres principes qui interviendront. Comme par exemple, ça j'aimerais bien, il faut absolument que j'aille lire ça, mais je l'ai découvert seulement hier soir, cette triple comptabilité. Parce qu'au-delà de l'environnement, je pense que les conditions des humains sur Terre se dégradent aussi. Et pas forcément dans les pays pauvres, mais en Belgique, je pense qu'on dégrade aussi la qualité de vie des humains. Et donc je pense qu'arriver avec une triple comptabilité, comptabiliser à la fois le financier, l'environnement et en gros mot, capital humain, eh ben, ça pourra aussi faire changer les choses et changer les mentalités et les réflexions d'un monde plus durable, il me semble. Merci, il n'y a plus de questions. C'était très. Moi, je dis merci personnellement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit merci également. Et je vais laisser la parole à notre présidente Amélie. Tu peux normalement je vais redonner le droit de parler. Et donc, je te laisse conclure. Encore un grand merci en tout cas. Avec plaisir. Merci Manon. Donc nous voilà à la fin de notre première conférence virtuelle. Manifestement, la technologie a elle aussi été avec nous. Tout a fonctionné à merveille, donc c'est super. Merci donc